concernant cette affaire de reconstitution du passé, je crois que peut-être je risque de ne pas m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas simplement de la part d'une personne d'affirmer ceci ou cela. C'est pas ça du tout le débat. Le débat se situe au niveau de la cité scientifique. Il s'agit de discuter des conclusions des uns et des autres. Si par exemple, telle personne, en analysant un document, en tire telle et telle conclusion, sur le passé, sur l'histoire, sur la jeunesse du document, je peux très bien ne pas être d'accord avec cette personne. Là, nous sommes en train de fixer un autre mode de fonctionnement de la cité scientifique, et non pas de tel chercheur dans son coin. Je dis au contraire que, dans ce domaine-là, nous sommes dans le falsifiable. L'esprit humain est extrêmement aiguisé quand on lui propose des démonstrations, quand on étudie des structures. Je vous assurer qu'il est tout à fait capable de débattre, de discuter de la pertinence des analyses et des conclusions. Il s'agit bien au contraire de rétablir et de développer le débat au sein de la cité scientifique. Alors que, quand il s'agit de factuels, de documents qui comportent des dates, qui sont datés, qui sont situés dans le temps, où est le débat? Le débat, il va être fonction de telle recherche qui aura été faite, de telle découverte qu'on aura faite. C'est complètement aléatoire. Là, nous sommes dans un débat qui s'instaure immédiatement après que la thèse ait été formulée. Et à ce moment-là, on en discute, non pas au nom de je ne sais quel savoir que l'on posséderait ou que l'on ne posséderait pas, ou que l'on découvrirait ou qu'on ne découvrirait pas, mais tout simplement à partir de ce que l'on sait, de ce que l'on a, et non pas de ce qu'on n'a pas, et on discute d'un certain nombre de particularités de ce que nous avons. Et on en tire des conclusions qui sont elles-mêmes objets de débat. Donc il s'agit bel et bien, non pas d'encourager je ne sais quel délire individuel, mais bien de permettre le débat scientifique, le débat théorique, autour de textes que nous possédons, autour de documents que nous avons, de langues que nous connaissons, à partir du présent. Et je le dis d'autant plus allègrement et sereinement que moi-même j'ai passé énormément de temps à retrouver des documents anciens et que j'attache une certaine importance, effectivement, à cela, mais je considère que c'est une pratique révolue, ou si elle n'est pas révolue, qui n'est plus centrale, hein, qui est ancillaire, qui est marginalisée, et qui n'intéresse plus beaucoup de monde, en tout cas, qui n'intéresse pas ceux qui sont capables de raisonner. Alors là se pose un problème de la vocation des historiens. Il y a probablement des gens qui sont venus à l'histoire parce que justement ils pensaient qu'il n'y aurait pas à raisonner, il n'y aurait pas à argumenter, il n'y aurait pas à faire des hypothèses, il n'y aurait pas à déduire ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, à partir du moment où on modifie l'épistémologie, la méthodologie, ces gens-là, ils sont évidemment dans la résistance et ils sont perdus. Parce qu'ils voient que dans le domaine de la démarche logico-déductive, dans le domaine de la critique structurelle, ils ne sont pas à la hauteur. Donc il est normal qu'ils défendent leur précaré et leur pratique comme des gens qui défendraient, comme les canuts, n'est-ce pas, un certain outil, parce que les nouveaux outils les inquiètent et leur font craindre de perdre leur emploi, etc. Il y a ce genre de choses, il y a ces genres de résistance.
Mais fondamentalement, j'invite au contraire à un nouveau recrutement au niveau des guides historiques. C'est-à-dire que j'invite des gens qui ne se seraient pas lancés dans la carrière historique à s'y lancer dans les conditions que nous avons définies et circonscrites. Et ça change tout. Parce que ça peut attirer des personnes qui autrement auraient fait une carrière scientifique dans d'autres domaines comme les sciences dures et qui n'avaient pas véritablement d'attirance pour des recherches historiques, de documentation, de vestiges, de fragments, etc. Et désormais, on leur dit qu'ils peuvent faire carrière au niveau d'une recherche non à partir des documents que nous possédons dans une approche archéologique de ce dont nous disposons, sans avoir à aller voir ailleurs, chercher des documents ailleurs, puisque l'ailleurs, il est déduit du présent et des analyses que nous faisons des documents présents. C'est une révolution copernique. Et je n'en sous-estime pas l'importance et les problèmes que ça peut déclencher. Plutôt que d'aller... voilà, il s'agit de ça. Le recrutement était très important. J'ai déjà parlé longuement à propos de l'astrologie. Parce qu'en astrologie, nous avons le même problème. Aujourd'hui, on est bloqué parce que on a une tradition qui nous est parvenue et il y a un blocage par rapport à cette tradition et on ne veut pas la remettre en question. On a l'impression qu'on va déstabiliser le système en remontant dans le passé, en déduisant des états antérieurs qui ne sont pas attestés par ailleurs et qui se dégagent des documents disponibles. Effectivement, il y a cette crainte qui aujourd'hui est extrêmement démobilisatrice et pas du tout attractive pour des vrais chercheurs qui se persuadent que l'astrologie est un domaine où le raisonnement, l'argumentation, la logique, la critique ne sont pas admises parce que le présent, c'est un mot qui est un peu compliqué ici, par exemple la tétrabible, est-ce que c'est du présent ou est-ce que c'est du passé? C'est du présent dans la mesure où ce passé nous est connu aujourd'hui, dans la mesure où les documents sont là. Quelque part, mais c'est aussi, quelque part, il faudrait aussi étudier, parce que vous savez, c'est quand même un document relativement ancien, et il faut la comparer, c'est un problème d'ethnologie, d'ethnosavoir, il faut la comparer aussi à la pratique astrologique présente, qui d'ailleurs est constamment inspirée de la tétrabible, mais elle est présente, c'est-à-dire qu'elle est en activité. Et c'est de cela, ce présent-là, que ça nous qui nous intéresse. Il y a presque 80% de la tétrabible qui se retrouve dans le catéchisme astrologique actuel des manuels qui paraissent aujourd'hui, qui ont été écrits aujourd'hui. Donc on est bien dans un présent, et quand bien même ce présent référerait-il à un document qui se trouve que nous avons, eh bien ça ne suffit pas pour bloquer le passé. Car la tétrabible n'épuise nullement la question du passé de l'astrologie. Elle en est un élément intéressant, certes. On a vu tout à l'heure dans une précédente causerie que c'est là qu'on y trouvait justement l'axe de symétrie qui était décalé par rapport aux axes des équinoxes et des solstices. Donc, visiblement, puisqu'il y a ces décalages et ce déphasage par rapport aux axes solsticiaux et équinoxiaux,
c'est bien classé très vite, et elle-même est tardive par rapport à un état où ce décalage n'existait pas, etc., etc. Donc, on pourrait parler de la même chose dans les mots linguistiques. L'étude des langues ne se réduit pas désormais à simplement la description de la langue telle qu'elle est pratiquée, ni encore moins à la didactique de cette langue, mais à une approche critique de la langue telle qu'on la connaît aujourd'hui, et montrant que certaines anomalies n'étaient évidemment pas voulues dès le départ, n'étaient pas, évidemment pas programmées dès le départ, mais que sur la base qu'effectivement, généralement, l'esprit humain est cohérent. Bon, parfois, il n'est plus capable de reconstituer cette cohérence, mais il est cohérent au départ, en tout cas, et que si incohérence il y a, eh bien, ce sont des incohérences qui se sont introduites ultérieurement et dont il faut tenir compte, ce qui est paradoxal, pour retrouver la cohérence. L'incohérence nous parle de la cohérence. Elle nous parle de ce qu'elle n'est pas, elle nous parle d'un état où cette incohérence n'était pas encore advenue.